On a le grand plaisir d'accueillir Joël Zask, qui est maître de conférence en philosophie à l'université de Aix-Marseille, appelée Université de Provence, si je ne me trompe pas. Non, ça s'appelait l'Université de Provence et ça s'appelle AMU maintenant. D'accord, donc ça s'appelle... D'accord. Et donc, vous êtes spécialiste, donc je vais vous introduire un petit peu quand même, hein, parce que vous avez quand même fait tout ce voyage et on est tellement content de vous avoir. Vous êtes spécialiste de philosophie politique et du pragmatisme en particulier, notamment de celui qui est d'inspiration américaine, enfin, le pragmatisme américain. Et je suis désolé, mais je vais devoir vous apparenter quand même un peu à cet auteur américain qui vous a beaucoup accompagné dans votre parcours, qui est John Dewey, ou Dewey, enfin je n'ai jamais vraiment, John Dewey, qui est mort en 1952, qui a écrit surtout fin du début du XXe siècle. Vous avez traduit notamment un de ses ouvrages, enfin deux de ses ouvrages, et notamment Le public et ses problèmes, qui était sorti en 1927 et que vous avez traduit en 2003, qui a eu un bon retentissement dans le milieu de la science politique. Vous avez préfacé aussi de ces ouvrages. Vous avez beaucoup commenté son approche de la démocratie en général, qui est du coup une notion qui finalement parcourt tous vos travaux aussi. Mais même s'il y a 100 années de distance, c'est toujours le travail sur la même notion et sur quelles sont les pratiques et les méthodes qui peuvent propager les valeurs de la démocratie. Démocratie entendue pas du tout en tant que simplement système institutionnel ou modèle d'organisation, disons, de la société, mais vraiment comme une valeur et une méthode, enfin, qui est ancrée dans les situations quotidiennes et dans la quotidienneté, disons. Et donc, de ce point de vue-là, on parle beaucoup de l'expérimentalisme de Dewey. Je ne vais pas me lancer dans une définition, mais voilà, qui s'apparente à ce processus d'expérimentation et d'essais-erreurs qu'on a entendu notamment dans les présentations de ce matin, et que vous avez défini comme un échange fructueux entre la théorie et la pratique. Ça, je le tire de votre livre que vous avez écrit, Introduction à John Dewey, page 40, et des éditions La Découverte, qui est sorti en 2015. Et John Dewey était aussi pédagogue, aussi très présent sur les fronts sociaux, la question sociale et était, comment dire, fer de lance d'une philosophie sociale d'ailleurs, en fait. Donc là, je suis toujours en train de présenter Joël Zask, sans que vous le sachiez, par John Dewey. Mais voilà, donc vous vous apparentez aussi à sa conception de la philosophie sociale, je pense, et du rôle de la philosophie, enfin comment la philosophie peut jouer un rôle dans la constitution de publics démocratiques ou de vitalisation de la démocratie en général. Et finalement, vous avez, là en 2016, vous avez donc votre dernier ouvrage que vous avez sorti s'intitule La démocratie au champ. Donc, oui, il est derrière moi. Donc, vous vous êtes attaqué, enfin pas attaqué, mais vous vous êtes lancé dans une analyse de la propension démocratique de cette activité de culture, du fait de jardiner, en fait, de cultiver la terre. Qu'est-ce que ça a de démocratique ? Il est divisé en 4 parties et il va de la dimension la plus individuelle à la dimension la plus macrologique, disons. Donc vous montrez notamment comme là, je perds ma feuille à l'impro. Dans le premier chapitre, vous montrez comment le fait de cultiver la terre peut être source d'une ce que vous appelez une éducation par l'expérience. Et donc être un outil à la réalisation des individus. Je parlais d'individuation tout à l'heure, comme vous avez parlé. Donc cultiver la terre, c'est aussi s'individuer. Donc vous allez peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire, selon vous.
dans une deuxième partie, vous, à un niveau peut-être plus social, vous montrez comme cultiver la terre et le modèle du jardin partagé, dont vous allez parler aussi aujourd'hui, peut promouvoir, être vecteur de sociabilité à esprit démocratique. Moi, j'avais repéré ça. Et finalement, comme un milieu qui peut être un lieu d'équilibre potentiel entre l'individu et la communauté. Donc, c'est-à-dire l'individu qui contribue à la communauté qui fait bénéficier à l'individu, ce mécanisme d'aller-retour. Et c'est un lieu où on peut trouver cet équilibre, cette tension et peut-être cet équilibre entre s'individuer et faire créer du commun. Voilà. Et votre intervention aujourd'hui, je pense qu'elle sera aussi centrée un peu sur elle fera beaucoup écho à cette deuxième partie du livre. La troisième partie, elle est centrée sur la notion de citoyenneté, et donc cultiver la terre comme un vecteur de citoyenneté et de participation citoyenne. Mais la participation n'est pas forcément que citoyenne, participer à la société en cultivant la terre. Voilà, c'est l'objet de la troisième partie, il me semble. Et la quatrième partie qui montre comment cultiver la terre peut nourrir une culture démocratique dans son ensemble. Et là, vous retournez aussi dans une dimension un peu historique de comment les mouvements paysans, les luttes paysannes ont contribué à l'avènement de la démocratie moderne telle qu'on la connaît. Et aussi, dans la discrétion, on avait aussi des pratiques très démocratiques sans qu'on le sache ou sans que ça ait été valorisé. Et finalement, le livre, c'est un peu aussi rendre justice à la paysannerie en général, en montrant qu'ils ont vraiment eu un rôle le mot citoyen, d'ailleurs, est rattaché au mot ville dans son étymologie, c'est ce dont on parlait. Et donc, finalement, pourquoi on ne pourrait pas l'élargir à la paysannerie et pourquoi ils ont été un peu discrédités par l'histoire, et donc c'est une manière aussi de, je pense, leur rendre un peu justice de ce côté-là. Et votre intervention d'aujourd'hui, vous l'avez intitulée « Jardin partagé, un laboratoire du vivre ensemble ». Merci. Merci de cette invitation et de cette présentation qui me coupe l'herbe sous le pied, si je peux dire, pour utiliser des métaphores paysannes. Et donc, effectivement, la source d'inspiration de ce livre est venue de préoccupations politiques. Ça, vous l'avez très bien dit. C'est que il y a comme un conflit larvé ou manifeste entre les paysans et la démocratie. Enfin, les paysans ont toujours, pour toutes sortes de raisons, été évalués non seulement comme des êtres antidémocratiques, mais même comme des êtres non politiques, pour reprendre la formule d'Aristote, l'homme est un animal politique. Le paysan n'est pas un homme, parce que le paysan n'est pas doté des conditions qui lui permettraient d'avoir une activité véritablement politique dans l'esprit d'un très grand nombre de gens. Et c'est un esprit d'ailleurs qui remonte avant les temps démocratiques, qui remonte presque au Moyen-Âge. On trouve déjà au Moyen-Âge des enluminures qui représentent le paysan comme un être à peine humain. Enfin, c'est vraiment, il a une allure bestiale, il est noir, crochu, replié sur lui-même, difforme par son travail. Donc il y a toutes sortes de représentations plus ou moins mythologiques du paysan comme être non politique, qu'on va rencontrer jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, mais aussi chez nos grands auteurs, chez Durkheim, chez Marx, etc., chez tous les fondateurs de la sociologie, voire de l'anthropologie, qui continuent à voir dans le paysan un être farouchement opposé, aussi bien au vivre ensemble, et bien sûr qu'à la démocratie. Et c'est très problématique, parce que dire que le paysan est apolitique, ou que... Alors pour toutes sortes de raisons que je mentionne simplement sans les développer ici, puisqu'elles sont par contraste des conditions du vivre ensemble, à savoir le paysan, par exemple chez Marx, le paysan est isolé dans son champ, il est penché sur son sillon du matin au soir, donc il ne peut pas entrer en relation avec ses semblables, et faute bien sûr de cette socialisation de base, il ne peut pas développer une conscience politique. D'autres voient dans le paysan un farouche conservateur qui est attaché à son lopin, comme le bigorneau sur son rocher, qui ne veut pas... Voilà, qui du coup devient profondément égoïste et individualiste, et voit tout ce qui sort de son lopin comme
un ennemi potentiel. Donc il est conservateur et donc par ailleurs vous avez aussi cette idée alors qui est très présente dans tous les lecteurs on va dire de Aristote à la Arendt et tout ça, c'est quand même quelqu'un qui produit la nourriture. Et la nourriture, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus digne. Hein. La nourriture, c'est ce qui entretient la machine corporelle. Et le vrai citoyen, lui, il s'occupe des activités spirituelles et des choses de l'âme. Donc le paysan aussi, il est vraiment à peine humain dans la mesure où il se consacre, justement, comme dirait Arendt, à la reproduction des conditions biologique, de la survie de l'espèce, ce qui est très peu humain, ce que nous avons en commun avec les bêtes. Donc vous avez toutes sortes de motifs comme ça qui vont interagir les uns avec les autres pour vous faire prendre, enfin vraiment pour disqualifier le paysan quant à, bien sûr, une activité politique, mais encore plus quant à une activité démocratique. Et historiquement, beaucoup de textes d'historiens aussi, d'ailleurs, ont été écrits pour montrer à quel point les paysans étaient conservateurs, sans vraiment analyser les motifs d'ailleurs de... on peut penser aux Vendéens sans vraiment étudier les motifs de leur résistance. Par exemple, la résistance des paysans à la Révolution française est une résistance qui peut se lire dans beaucoup de sens différents. Je le laisse de côté, mais en tout cas, la Vulgate me semble assez fallacieuse. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'une part de réaliser que disons, en disqualifiant les paysans, on disqualifie quand même 80 à 90% de la population. Et ça pèse très lourdement sur nos systèmes démocratiques jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose, hein, je la laisse un peu de côté, mais enfin, il faut réaliser quand même que au moment des grandes révolutions démocratiques, disons, par exemple, pour ceux qui s'y connaissent en théorie politique, le choix d'une représentation très indépendante plutôt que d'une représentation qu'on appelle mandat, c'est-à-dire d'une représentation qui lierait les représentants représentés de manière assez étroite, a été motivée par en grande partie, et c'est explicite hein, dans les textes, a été motivée par, disons, le désir de laisser de côté quand même, ou de tenir quand même sous une certaine tutelle, ou de tenir à distance du pouvoir 80, encore une fois, 75, on va dire, suivant les pays, à 95% de la population. Donc les révolutions démocratiques se sont faites sans les paysans. Et ça, c'est important. Marx, d'ailleurs, lui-même, qui compare la paysannerie à un sac de pommes de terre, justement, est assez frappé par le fait que les révolutions se sont tournées contre les paysans. Et c'est-à-dire contre la majorité, encore une fois. Enfin, c'est plus qu'une majorité, c'est une immense majorité. Donc ça, c'est une chose. C'était exactement la même chose en Chine ou en Union soviétique, hein, soit dit en passant, pour toutes sortes de raisons voilà, dont on pourra parler tout à l'heure. Mais également, ce qui me semble très important, c'est que c'est historiquement manifestement faux. C'est-à-dire que les révolutions démocratiques se sont produites dans des pays, d'une part dans des pays qui étaient à une immense majorité agricole, comme c'était le cas de toute la Terre, mais également se sont produites souvent en incorporant dans certaines de leurs institutions, de leurs habitudes, des pratiques qui étaient présentes chez les paysans depuis la nuit des temps. Et de fait, on va trouver, c'est effectivement le cas dans mon 3e chapitre, on va trouver des témoignages d'organisations pré-démocratiques, enfin, on peut parler d'organisations démocratiques, dès le Moyen-Âge et même avant, bien sûr, dans l'Antiquité, jusqu'où remonte peut-être même dès le néolithique. Hein, on a trouvé des formes de jardins partagés à l'époque néolithique, en particulier en Galilée du Nord. On a retrouvé des fossiles de fèves qui sont répartis dans des terrains et classés entre elles. Enfin bref, ce qui signifie que voilà, il y avait des ingénieurs agronomes il y a 12 000 ans. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que justement, on va rencontrer un peu dans toutes sortes de communautés paysannes, un peu partout sur la planète, hein, des formes de gouvernement démocratique au sens où eh bien, on s'adonne à des élections, à des représentations, à des rotations de magistrature, à des assemblées générales, à des décisions communes, à des redéfinitions de l'intérêt commun, mais aussi à des luttes organisées contre les despotes, contre, disons, les prédateurs et les accaparateurs. Donc, la vie paysanne, d'abord, c'est une vie traditionnellement qui s'est toujours située relativement loin du pouvoir, à une période où on voyage peu, où le seigneur n'apparaît qu'une fois par an sur ses terres,
sur lesquels d'ailleurs il n'a pas le droit de descendre, il ne peut pas descendre de son cheval parce qu'il n'est pas chez lui. Et c'est très important, ce genre de choses, on a tendance à oublier. Et que ces communautés sont totalement autogouvernées. Elles ne s'autogouvernent absolument pas suivant, je dirais, une grammaire qui est celle de la monarchie ou qui est celle de l'époque féodale, enfin, ou du féodalisme, ou qui est celle de la tyrannie, ou etc., etc. Elles s'organisent de manière vraiment démocratique, alors on peut dire pré-démocratique, ou démocratique au sens que vous l'avez dit, c'est-à-dire au sens de l'autogouvernement. Et j'aurais tendance d'ailleurs personnellement à préférer le terme maintenant d'autogouvernement à celui de démocratie, quoique en réalité, et là je fais un tout petit passage par l'Amérique, si je peux dire, avec beaucoup de guillemets autour de ce terme, réellement la démocratie a été pensée comme autogouvernement. La démocratie, c'est le système politique qui valorise l'autogouvernement, c'est-à-dire les conditions grâce auxquelles l'individu devient indépendant. Et quand je dis indépendant, je ne veux pas dire autonome, hein, parce que c'est deux concepts différents. L'indépendance est d'abord matérielle. Enfin, je dis, elle est d'abord. L'indépendance est matérielle. Elle est aussi matérielle. Elle est aussi matérielle que spirituelle, si vous voulez. Et il est d'ailleurs tout à fait remarquable que les fondateurs de ce système politique qui va naître aux États-Unis, qu'on appelle le système américain de gouvernement, qui est un système très particulier qui s'est ensuite répandu et qui voit le jour en 1887 au terme d'une révolution non sanglante. Ce système américain de gouvernement, en fait, est, encore une fois, donc il est défendu par, en particulier, un certain Jefferson, qui voit dans le paysan le citoyen par excellence. C'est le citoyen le plus vertueux. Et on va avoir toute une littérature pour dire que c'est dans la personne du paysan, et plus exactement du paysan indépendant, que se rencontre le modèle même du fonctionnement démocratique et des pratiques de la citoyenneté vertueuse, c'est-à-dire des pratiques d'une citoyenneté véritablement démocratique. Alors ce qui est intéressant, c'est que le paysan, si vous voulez, il est à la fois... Alors pourquoi? Voilà, c'est ça, pourquoi? Mais je pense que le pourquoi de l'époque, c'est notre pourquoi d'aujourd'hui. Et les questions qu'on se pose à l'époque sont celles qu'on recommence à se poser aujourd'hui. C'est exactement la même chose. C'est la même chose parce qu'il s'est passé tout un temps pendant lequel, finalement, on a réduit la citoyenneté. On l'a amenuisée justement à l'action d'un citoyen qui surveille le pouvoir. Mais ça n'est pas le problème. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il faut surveiller le pouvoir et vérifier que nos gouvernants fassent le travail pour lequel on les a élus ou nommés. Mais fondamentalement, et la démocratie libérale a été pensée, comme disait Tocqueville, comme le fait que le gouvernement que le peuple prend part au gouvernement, ce qui signifie que les citoyens assument une part de gouvernement. C'est là que s'enracine, si je peux dire, excusez-moi encore la métaphore jardinière, c'est là que s'enracine la citoyenneté. La citoyenneté n'est pas quelque chose n'est pas simplement une réaction par rapport à ceux qui agissent, c'est une action. Il ne s'agit pas juste de surveiller ceux qui agissent pour les critiquer et, selon les cas, les plébisciter ou au contraire cesser de voter pour eux, voire exiger leur démission. Non, il s'agit d'agir, il s'agit de s'autogouverner. Alors quand on parle d'autogouvernement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va le trouver à toutes sortes d'échelles. On le trouve, et c'est pour ça que Jefferson est très intéressant, je ne veux pas trop en parler, mais on va le trouver au niveau de la ferme. Le paysan est quelqu'un qui s'autogouverne, il gouverne sa ferme. On va le trouver au niveau, bien sûr, de la commune. On va le trouver au niveau du comté. Et puis on va le trouver au niveau de l'État particulier. Et puis finalement, on va le retrouver au niveau fédéral. Et Jefferson va inventer un système qu'il appelle la gradation de l'autorité, qui est un concept très intéressant. Et qui, justement, je pense, est une bonne image du jardin partagé. Donc voilà, maintenant je laisse... J'ai dit quelques mots là-dessus, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais en tout cas, je voudrais parler du jardin partagé. Je dirais que le jardin partagé est une image, enfin, j'en ai fait une espèce de paradigme, finalement, de la démocratie. Et un paradigme où où vont se réaliser les meilleures conditions possibles d'un vivre ensemble, à la fois coopératif, alors je reprends des termes qui ont été dits tout à l'heure, à la fois coopératif, à la fois collaboratif, économiquement viable, très émancipé de la question de la propriété telle qu'elle s'est définie au cours de l'histoire à partir du Code civil français, à savoir propriété absolue, irrévocable, etc. etc. Donc, encore une fois, condition ce qu'on appelle le commun aujourd'hui, mais le commun, je dirais les commensaux, les communaux, étaient de cet ordre-là, je vais y revenir tout de suite, mais également
comment dire, lieu de réalisation de soi en relation avec les autres, lieu de distribution, j'aurais envie de dire, des conditions ou des ressources d'individuation. Alors, tout ça, voilà, je l'ai tout mis ensemble, mais je dirais que la démocratie, c'est ça. Enfin, je dirais que la démocratie, qu'on la considère politiquement ou culturellement, consiste en la distribution égale des ressources grâce auxquelles les êtres humains, au départ totalement impotents, deviennent les membres participants à part entière des groupes auxquels ils se trouvent liés, du fait de le hasard de leur naissance, du fait de leur migration, de leur déplacement, du fait de tout ce que vous voudrez. Donc, comment devenir le membre pleinement participant des groupes auxquels je me trouve lié, que ce soit à long terme ou à court terme. Et ça, c'est la démocratie, si vous voulez. Et ce que pense, je dirais, le démocrate, alors j'en fais une espèce de norme transcendante un peu, mais bon, après qu'il se vérifie empiriquement, c'est, comme dirait Walzer, un universel de recoupement et plus qu'un universel métaphysique. Mais ce que veut le démocrate, c'est que justement, chacun, disons, puisse devenir, comment dire, le membre pleinement intégré, pleinement participant des groupes auxquels il se trouve lié, sans avoir abdiqué de son individualité. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer, d'aller à la rencontre, je dirais, ici, de la différence qu'on peut établir, même si elle n'est pas couchée dans les termes, entre commun et collectif. Et c'était un peu l'ambition de ma présentation. Alors j'en reviens à la figure du jardin partagé. Donc justement, le jardin partagé existe à des échelles extrêmement différentes. Je vous en donne des exemples. Vous avez bien sûr les jardins familiaux et ouvriers, qui vont naître un peu partout en Europe à partir des années 1840, on va dire. Donc on parle de jardins ouvriers et familiaux en France, qui sont des jardins qui ont été créés au départ par ce qu'on appelait la Ligue du coin de terre et du foyer, qui était une ligue assez paternaliste et catholique, en accord avec les principes de Fourier, l'abbé Lémire, etc. Bon, mais peu importe. Mais les jardins ouvriers vont naître un peu partout en Europe, un peu à la même période, c'est-à-dire comme lieu de récréation, alors pour des raisons très différentes, mais lieu de récréation, alors je dis récréation au sens américain, enfin anglais du terme, lieu de détente, mais en même temps lieu de santé, de retour à la santé, pour les ouvriers empoisonnés par les vapeurs de l'usine, psychiquement abattus par leurs conditions de travail, désocialisés évidemment par les machines auxquelles ils sont reliés, etc., etc. Donc le jardin va être conçu, pas en France d'ailleurs, parce qu'en France, c'est pour ça qu'il y a si peu de jardins partagés en France. Le jardin ouvrier va être pensé comme un lieu destiné d'une part à encenser les valeurs patriotiques de la famille, d'autre part les bonnes mœurs, et à éviter que les ouvriers aillent claquer leur paye au bistrot en sortant de l'usine, donc comme tâche utile. À partir du moment où les ouvriers vont au jardin, bon, ben là au moins ils font des choses utiles et qui sont bonnes pour la société. Donc le jardin va être pensé comme un outil de moralisation, si vous voulez. Donc ça, c'est une figure possible. C'est pas le cas en Allemagne, où il y a à peu près, je crois, jusqu'à à certaines périodes, 700 fois plus de jardins partagés qu'en France. Donc la France est vraiment un pays abandonné des jardins partagés. En Belgique, je pense qu'il y en a énormément aussi comparé à ce qu'on peut avoir en France. Donc, mais c'est surtout dans les pays de l'Est que le jardin partagé, alors là, est à l'échelle de tout le pays. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, je vous donne un autre exemple. Le jardin partagé est en Russie, ou en Pologne, en Roumanie, en fait, en ex-Tchécoslovaquie, etc., le jardin partagé n'a jamais disparu et le bloc communiste n'a pas fait disparaître le jardin partagé. Pourquoi ? Parce que Staline s'est très vite rendu compte, dès 1929, qu'il a essayé. Il a essayé pendant 1 mois à peu près. Il s'est rendu compte que supprimer les jardins partagés, c'était vraiment mener le pays dans la famine et la ruine. Et du coup, même si la guerre contre les koulaks a été déclenchée, le fait est que les kolkhosiens ont conservé leur jardin partagé, ce qui veut dire que jusqu'à aujourd'hui, je
je dirais à peu près 80% des urbains russes ont un accès à un lopin de terre jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que le lopin, en fait, le jardin partagé est une institution très très ancienne qui existait pendant la période tsariste et qu'on appelle mir, bon, etc., etc. Donc ça, c'est tout dans l'Est. Là, vous avez des jardins partagés presque à l'échelle du pays. Soit les gens ont une campagne avec la datcha, évidemment, sur le lopin, soit ils ont des ceintures vertes autour des villes, voire des jardins dans les villes. Bon, maintenant, dans toute l'Amérique du Sud, il y en a aussi. Il y a toutes sortes de systèmes qui existent, mais voilà, on va en rencontrer à très très grande échelle. Mais vous avez aussi des jardins partagés urbains. La date de naissance des jardins partagés urbains, enfin, il y en a bien sûr dans les favelas, etc. Enfin, il y a tout un système urbain en Afrique de l'Ouest ou en Amérique latine qui s'est développé au fur et à mesure que les villes poussaient, en quelque sorte. Mais cela dit, on a des histoires comment dire, la première exemple à ma connaissance d'agriculture urbaine, c'est Savannah, 1740 en Caroline du Nord. Non, du Sud, pardon, ou en Géorgie. Non, c'est Caroline du Sud. Voilà, donc là, on a un exemple, mais je le laisse de côté. Mais ce qui est intéressant, c'est disons, la prolifération de ce qu'on appelait les community gardens et qui sont aujourd'hui particulièrement présents, par exemple, à Détroit, dans des villes comme ça qui sont un peu sauvées par le jardinage urbain. Quand elles sont totalement sinistrées. Et les community gardens sont des jardins qui apparaissent dans les années 1970, qui sont d'ailleurs un peu propulsés par des artistes, par une artiste en particulier, qui commence par lancer des bombes de graines, des seed bombs, je ne sais pas si vous avez rencontré cet événement qui est très très intéressant, et qui sont d'abord des lieux qui vont s'instaurer en lutte contre des prédations urbaines et des usages non démocratiques, enfin, des usages et une conception urbanistique absolument paternaliste et non démocratique, d'une part. D'autre part, pour, évidemment, aussi, ça c'est important, les jardins, ce qu'on appelle les community gardens, les jardins communautaires, vont aussi servir un peu de havre à des gens vraiment très défavorisés. C'est vers Bowery Street qu'on les trouve, dans des quartiers vraiment où la population est assez sinistrée, comme lieu d'abri pour des femmes et des enfants. L'écriteau qui est à l'entrée du jardin communautaire, c'est no drugs. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est des lieux aussi où on va mettre les enfants pour les tenir à l'écart de la rue, et puis qui vont jouer un rôle économique majeur parce que ils vont apporter des fruits, des légumes à des gens qui n'ont pas les moyens de se les payer. Donc c'est très militant, si vous voulez, et en même temps, voilà, très, très, très important comme mouvement. Jusqu'à aujourd'hui, on a des exemples de community gardens qui naissent dans les lieux pauvres pour servir de soutien à la fois social, psychologique et économique à des gens qui en ont un immense besoin. Bon, après, j'ai encore deux exemples, puis j'arrêterai sur les exemples, qui me semblent vraiment intéressants. C'est le jardin pédagogique. Par exemple, Maria Montessori fait du jardin partagé le centre de sa pédagogie. Et il est très intéressant, le jardin pédagogique. Donc, il y en a beaucoup maintenant, il y en a de plus en plus. Ce n'est pas tous les pédagogues progressistes qui ont recours au jardin partagé, mais en tout cas, Maria Montessori en avait un d'une centaine de mètres carrés près de et qui était aussi le lieu où les parents pouvaient voir leurs enfants. C'était intéressant. Donc, elle le voyait comme ça, comme un lieu, un intermédiaire entre l'école et le monde extérieur, entre bien sûr la ville et la nature, et puis bien sûr entre l'esprit et le corps. Et puis aussi entre l'enfant et l'adulte, parce que ça c'était très important pour Maria Montessori. Mais également, alors je vous cite un dernier exemple, c'est ce qu'on appelle les jardins thérapeutiques. Il en a été question, le jardin thérapeutique est un jardin qui existe. Par exemple, il y a un instituteur des fous, comme on l'appelait, je ne sais plus son nom, en France, dans les années 1870-80, qui crée un jardin partagé pour les psychotiques, les enfants psychotiques, et puis ensuite qui va devenir un service hospitalier dans beaucoup d'hôpitaux américains au moment des retours des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, sachant que le jardin thérapeutique, il y en a maintenant dans beaucoup d'hôpitaux, pas en France bien sûr, mais dans d'autres pays. Donc c'est vraiment des services hospitaliers qui, comme j'avais lu des témoignages de vétérans, c'est intéressant, ils disent au lieu d'être soigné, je soigne. Et au lieu de te tuer, je fais vivre. Donc ça, c'était déjà une chose. Et puis par ailleurs, c'est voilà, cette idée que dans le jardin, il y a une place pour tout le monde, si vous voulez. Même quelqu'un qui est blessé psychiquement ou physiquement, il peut faire quelque chose au jardin et se reconstruire. Donc voilà des exemples, si vous voulez,
parfois à l'échelle, Gilles Clément a parlé d'un jardin planétaire, et je trouve qu'on pourrait même penser le jardin nourricier planétaire de manière extrêmement utile, puisque je dirais que c'est soit on va s'acheminer vers un jardin nourricier planétaire, soit on n'aura plus de quoi manger du tout. Ou en tout cas, ça va, disons que les ressources vont être de plus en plus confisquées. Et je dirais l'alimentation, puisqu'il en est question aujourd'hui, est de moins en moins nourricière. Là, j'ai du fait de ce livre, rencontrer des gens pour qui la distinction entre l'alimentation et la nourriture est vraiment importante, sachant qu'il y a des tas d'aliments qui ne vous nourrissent pas aujourd'hui, quand même, ça, il faut le savoir. Et que, alors, aussi pour faire un contrepoint à l'idée que le jardin partagé serait une affaire récente, une question de retour à la terre, une forme de ressourcement du bobo des œuvrés, enfin je ne sais pas quoi, parce qu'il y a beaucoup ça. Je voudrais quand même dire que jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle, disons, le jardin partagé, et qui souvent prend la forme de ce qu'on appelle l'agriculture traditionnelle et familiale, à l'échelle de la planète, produit 80% des ressources alimentaires mondiales. Donc, on n'est pas là dans du décoratif ou du, comment dire, une forme de réalité de surface qui serait relativement anecdotique. On est quand même là dans des... Là, je cite des chiffres de la FAO, la Food Administration, de 2015 ou 2015, oui, parce que mon livre n'est pas arrivé en 2016. Il faudrait regarder, mais ce qui veut dire que l'agriculture industrielle ne produit qu'une très petite partie des ressources nourricières, on va dire. Et en plus, beaucoup de l'alimentation, parce que beaucoup de produits issus de l'agriculture industrielle ne sont pas destinés à l'alimentation, mais en particulier aux biocarburants, d'une part, et d'autre part, ou à des matériaux de construction, ce que vous voudrez. Mais en plus, beaucoup des aliments produits par l'agriculture industrielle ne nourrissent pas. Voilà, ça c'est important. Il y a beaucoup d'enquêtes là-dessus sur, par exemple, la différence de qualité nourricière entre les aliments suivant la manière dont ils sont produits. Alors maintenant, j'en viens à mon dernier point, en quelque sorte, c'est qu'est-ce que c'est que cette forme de jardin partagé? Comment cela s'organise-t-il, je dirais, typomorphologiquement? Alors ce qui est très intéressant, et là je vais justement... Maintenant que j'ai bien montré que, enfin, je crois que c'est une réalité massive, je dirais que ça ne correspond pas vraiment à ce que vous avez présenté à travers le champ à mailles et la maison verte et bleue. Ce n'est pas exactement cette forme-là qui s'est imposée universellement. Je dis vraiment universellement parce qu'encore une fois, le jardin partagé n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose qui est très très ancien et qui continue aujourd'hui d'être pratiqué à très grande échelle. C'est la forme qui, disons, c'est que vous avez un jardin, enfin disons un terrain commun qui est subdivisé en parcelles individuelles. C'est ça sa forme en général. Dans le jardin de Maria Montessori, par exemple, dans son école, c'est la cour de l'école qui est mise en culture en partie. Le terrain fait à peu près 100 mètres carrés. Il est subdivisé en parcelles d'1 mètre carré. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, comme il peut y avoir des parcelles extrêmement petites, il peut y en avoir des très grandes. Par exemple, aux États-Unis, c'était 4 acres et un âne. Hein, vous connaissez peut-être là, chaque nouvel arrivant avait droit à 4 acres and a donkey. Ouais, c'était un peu la dotation minimum. Hein, on peut dire c'était le RMI de l'époque, ou le revenu d'insertion, le RSA, revenu d'insertion sociale minimum. Donc, un bout de jardin, un bout de terrain. Ce terrain, alors, ce qui est intéressant, c'est comment ça va se combiner. Finalement, comment peut-on arriver à une communauté à partir de cette forme de répartition-là. Vous regarderez que les jardins, par exemple, il y a un jardin ouvrier pas très loin de chez moi, il est très vaste, hein, il est un peu à l'entrée de Marseille vers les Stacks, et il est subdivisé en parcelles de 100 mètres carrés. Hein, et donc l'accès à l'eau se fait par le canal. Et, alors en général, en Australie, vous avez parfois des jardins partagés aussi à des échelles beaucoup plus vastes parce qu'il y a de la terre. Etc. À Manchester, je vous avais peut-être entendu parler de cette expérimentation très très intéressante. Enfin, c'est Todmorden qui se trouve au sud de Manchester. Là, vous avez cette expérimentation qui s'appelle Incroyable comestible. Il y a un petit livre qui est paru sur la question en français d'ailleurs, mais Incredible Edible. C'est impressionnant parce que maintenant, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps la carte des incroyables comestibles sur la planète. Il y en a absolument partout.
Il y en a vraiment des dizaines de milliers. Et là, en l'occurrence, disons, les parcelles individuelles sont à l'échelle du bac qu'on met devant sa maison ou à l'échelle du petit carré de bas-côté qu'on cultive dans le long des routes, n'importe où. En fait, on fait pousser, on met en culture à peu près n'importe quelle surface. Et ce qui est intéressant, c'est que ces surfaces à échelle variable sont sous la responsabilité d'un individu, alors qu'elles n'appartiennent évidemment pas à ces individus, et d'autre part, alors que les fruits sont pour tout le monde. Il n'y a même plus du tout de rapport à l'appropriation des fruits. Donc les fruits sont pour tout le monde, la terre est à tout le monde, et d'ailleurs dans chaque bac ou petite zone cultivée qui se réclame d'incroyables comestibles, vous avez pick it up, it's free. Servez-vous, c'est pour tout le monde, c'est à vous. D'ailleurs, les jardins partagés à Paris aussi ont ce système que, alors parce qu'on a souvent, si on voit des framboises, on dit ah mais c'est à qui? Mais non, voilà, c'est à tout le monde les framboises. Donc c'est intéressant parce que Todmorden, qui était, j'en parle pour ceux qui connaissent pas, Todmorden qui était une ville sinistrée suite à la fermeture de l'unique source de revenus de la région, qui était une usine textile, est aujourd'hui à 70% d'indépendance alimentaire, ou d'indépendance nourricière. Et donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est que Todmorden a créé un système qui est économiquement viable, qui est très, très bon pour la santé. Ça faisait partie des préoccupations des dames qui ont devisé du dispositif dans un café un jour. Et donc, qui aussi a généré beaucoup d'expérimentations dérivées, comme des recettes, des marchés, des produits dérivés, du conseil, de la mise en ligne, bon, etc., etc. Donc là, vraiment, d'une certaine façon, toute la ville vit grâce à ce système. Et ça marche apparemment plutôt bien jusqu'à présent. Là, ça fait quand même une trentaine d'années ou une vingtaine d'années que ça existe, peut-être une vingtaine d'années que ça existe. Donc, si vous voulez, là, ce qui est intéressant, par contre, enfin, je dirais ce qui est intéressant, c'est à nouveau comment, disons, le fait de la répartition des lopins de terre en fonction des individus présents ou des familles n'est pourtant pas négatrice d'une communauté, et même, je dirais, comment cette répartition est la condition même d'une communauté, la condition même d'un commun, enfin d'une communauté. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les répartitions en lopins sont toujours égales. C'est très important. Ou alors, s'il y a des différences de surface, c'est toujours compensé par le fait que, ou justifié par le fait que certaines surfaces sont mieux exposées, plus près de l'eau, etc., etc. Mais en tout cas, la subdivision, par exemple, les lopins de jardins thérapeutiques ou pédagogiques ou ouvriers sont toujours des lopins de taille égale. Toujours, toujours. Ça, c'est très important. 4 acres et un âne. Bon, laissons l'âne de côté, je ne me suis pas occupée d'élevage, mais en tout cas, voilà, 4 acres. 4 acres, c'est énorme, hein, c'est des hectares. Donc là, vous avez une répartition comme ça égalitaire. Vous avez une autre expérimentation qui est très touchante, enfin une expérimentation, un événement historique plutôt, qui se passe à la toute fin du 19e siècle au Brésil, dans la province de Bahia, à côté d'un tout petit reste de village qui s'appelle Canudos, et où tous les déshérités du Brésil, ils sont extrêmement nombreux, à la fois des femmes isolées, des enfants orphelins, des nègres, comme on dit, des nègres jaunes, blancs, rouges, je ne me souviens plus. Enfin, bon, il y a toutes sortes des esclaves en fuite, des gens au chômage, des pauvres de partout, des migrants déshérités, etc., vont affluer vers cet endroit et créer finalement la plus grande ville du Brésil à l'époque. Communauté, là aussi fondée sur un jardin partagé, un système de répartition de lopins de taille égale, qui va être sauvagement réprimé. Ça a donné lieu à des films d'ailleurs, qui va être finalement entièrement détruite par l'armée républicaine brésilienne, qui voit évidemment dans ce modèle comme une espèce de mise en cause radicale du système républicain tel qu'il a été édifié au Brésil, et je dirais que tel qu'il aurait été édifié aussi ailleurs si l'occasion s'était présentée. Donc, je dirais que l'intérêt si vous voulez, de cette répartition est que justement, elle donne lieu à un gouvernement commun. C'est-à-dire qu'il n'y a de gouvernement commun que dans la mesure où comment dire,
les individus s'ajustent les uns aux autres, se mettent d'accord sur des usages qu'ils ont en propre, et en même temps s'entendent sur des règles de ces usages. Et ça a été très bien expliqué, je trouve, par aussi bien Dardot et Laval qu'avant eux, Ostrom, à savoir qu'il n'y a pas de bien commun sans gouvernance, sans gouvernement commun. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, les jardins partagés donnent lieu à des gouvernements communs. Mais des gouvernements communs auxquels participent des individus, si vous voulez, qui ont voix au chapitre, non seulement parce que, bien sûr, ce sont des hommes dotés d'une raison, pour parler comme... et dotés de la possibilité de faire un usage public de leur raison, pour parler comme Habermas ou Kant, mais surtout parce que ce sont des gens qui sont concernés par les affaires dont ils délibèrent, en première personne, directement, et par ailleurs, parce que ce sont des individus, si vous voulez, qui ont la responsabilité des conséquences de leur prise de décision, dans la mesure où ils vont les endurer également directement. Et ça, c'est très important. C'est en cela qu'on va trouver, si vous voulez, dans le paysan vertueux, en quelque sorte, un peu toutes les conditions d'une pratique vertueuse, d'une bonne pratique de la citoyenneté. C'est-à-dire, chez Jefferson, par exemple, cette alliance qui va se nouer entre, d'une part, le fait de mettre les mains dans le cambouis, le fait d'y être, donc de diriger son activité, de la diriger sans un maître, c'est-à-dire de la diriger de A à Z. Il a été question là dans vos témoignages tout à l'heure de trouver du sens. Mais c'est ça le sens, en fait. Le sens, c'est d'une part d'avoir quand même la maîtrise de son activité, d'en être à la fois l'initiateur et celui qui en profite, qui en bénéficie en bout de chaîne, ce qui est tout à fait le contraire, bien sûr, des conditions du travail, bien sûr industriel, mais même du travail salarié agricole ou du travail esclavagisé agricole, pour voir que la condition ouvrière va exister dans les champs avant d'exister à l'usine. C'est ça qui est très frappant aussi, qui a été un peu oublié, je dirais. Et donc, c'est ça, bien sûr, mais c'est également donc le fait de... comme disait Emerson, de travailler pour les générations futures. Et ça, le paysan a toujours ce sentiment. Que ce qu'il fait aujourd'hui, ce sont ses enfants qui en profiteront. Hein. Pensez à la fable d'Ésope, le vigneron et ses enfants, etc., etc. Qu'est-ce qu'il... voilà, enfin, les enfants pensent que... Je vous rappelle la fable pour ceux qui... les enfants pensent que leur père... a laissé un trésor dans la vigne et il fouille toute la vigne, au risque de la détruire d'ailleurs, et finalement ils ne trouvent rien, sauf qu'en labourant la vigne, finalement ils se rendent compte qu'ils la font proliférer et ils comprennent que c'est ça que leur père leur a légué. C'est-à-dire que c'est dans le travail même de la vigne qu'est le trésor. Bon, donc c'est une fable qui a été reprise par La Fontaine, il me semble, hein, cette fable d'Ésope. Et donc le laboureur et ses enfants, c'est une très belle fable, elle est très intéressante, et en même temps elle dit quelque chose de très profond justement sur... ce que c'est que trouver du sens dans son activité. Et ce sens-là, en l'occurrence, comme dit Emerson, le paysan, il pense toujours, il travaille pour les générations futures. Il construit des murs, il assèche des marais, il transforme le paysage, mais lui, il n'en profite. Il plante des arbres, mais lui, il ne va pas en profiter. Et voilà. Vous voyez la métaphore, l'image. Et là aussi, il y a comme disons, une capacité de transmission et de solidarité par nécessité entre les générations qui est attenante au travail même, enfin, ce que ça signifie faire cultiver la terre. Donc ici, si vous voulez, on va voir se corréler. Alors après, très concrètement, les jardins partagés peuvent être gouvernés en commun de manière extrêmement diversifiée, suivant les époques, les langues, les cultures. Mais globalement, si on pense surtout aux jardins partagés qui sont les nôtres, ou plus proches de nous, disons qu'il y a, enfin, que le gouvernement commun est aussi une nécessité du fait que ça tient aussi à la nature du travail, de la culture de la terre. Les conséquences de vos actions individuelles ne s'arrêtent pas aux limites de votre lopin. Ça, c'est une évidence, si vous voulez, mais bon, hein, qui est un peu la base de l'écologie. C'est-à-dire que disons, la manière dont vous allez agir vis-à-vis de vos plantes va impacter les plantes du voisin. Donc, ça, c'est une évidence. Et en même temps, c'est aussi une des raisons pour lesquelles
toutes sortes de chartes. Alors c'est intéressant de regarder les chartes des jardins partagés. Ce sont vraiment des documents constitutionnels presque. Vous avez comme des constitutions, des déclarations de principe, des pétitions, des règlements, des règles, etc., qui sont des conditions d'ailleurs d'accès au lopin. Vous êtes obligé d'être d'accord avec ces règles, auxquelles, à la rédaction desquelles vous contribuez d'ailleurs au fur et à mesure que le temps passe. Donc vous devez vous engager à les respecter pour être un membre à part entière du jardin. Il en va d'ailleurs de même de tous les invités, si vous voulez, parce que les jardins partagés sont souvent des jardins très ouverts, mais disons les bénévoles, s'il y en a, les invités, les badauds, les touristes, les consommateurs, éventuellement les mangeurs, sont aussi bien sûr contraints à respecter un certain nombre de règles qui font partie, enfin qui les intègrent au sens où d'une certaine façon ils contribuent à l'autogouvernement de ce jardin partagé. Bon, après, vous avez, par exemple, j'avais étudié des jardins partagés en Australie, etc. Là, vous avez bien sûr des instances de formation. Il en a été question. C'est très, très intéressant, ça, de formation, donc transmission des connaissances, constitution de banques de semences. Alors ça, c'est très, très important aujourd'hui quand on connaît les enjeux, finalement, de la libre circulation des semences et de la liberté de planter ce qu'on veut. Mais alors, pas de planter n'importe quoi, parce qu'il y a des plantes qui vont devenir prédatrices par rapport à d'autres. Donc, il faut s'entendre, si vous voulez. Il y a des plantes compagnes, comme on dit, mais il y a aussi des plantes qui sont incompatibles entre elles. Et donc, même si les jardins sont multiculturels, c'est le cas à New York, par exemple, il y a quand même un certain nombre de plantes dont on ne veut pas trop voir le bout du nez, en quelque sorte, parce qu'elles risqueraient de détruire l'équilibre du jardin collectif, etc. Donc, ce qui demande beaucoup d'agronomie et de sciences agricoles, si vous voulez, aussi, etc., etc. Vous avez aussi, bien sûr, des lieux d'accueil d'artistes, maintenant, de plus en plus. Ça, c'est intéressant, parce qu'il y a tout un travail artistique de collectif, de groupes d'artistes, si on peut dire, sur le jardin partagé. Vous avez bien sûr des élus qui vont de plus en plus dans les jardins partagés pour voir comment ça se passe et trouver... Donc vous avez une capacité d'accueil qui est assez extraordinaire dans ces jardins partagés. Vous avez bien sûr traditionnellement du matériel commun. Alors les semences et le matériel ont toujours été traditionnellement communs, mais aussi le travail. Le travail, par exemple, jusque dans les années 60. Maintenant c'est un peu différent depuis que les paysans... sont tombés dans le piège de l'industrialisation et du surendettement, enfin, ce qui est quelque chose de juste surréaliste dans son absurdité. Mais en tout cas, les paysans, même dans le Jura, que je connais bien, avaient du matériel commun et passaient dans les champs l'un après l'autre, les derniers ayant très peur d'ailleurs que la pluie arrive avant qu'ils aient fini. Bon, ce qui est un peu encore le système des vendanges. Donc en tout cas, la moissonneuse-batteuse, elle passait de champ en champ. Et il y avait vraiment une solidarité au moment des grands travaux des champs qui existe dans la plupart des coins de la planète d'ailleurs, mais qui a relativement disparu dans les pays... dans les pays riches et industrialisés, mais qui tend à réapparaître, bien sûr, avec la résurgence de nos systèmes de jardins partagés. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ici, finalement, pour terminer, bon, il y aurait plein d'autres manières de sonder cette coopération intime entre du commun et de l'individuel. Mais ce qui est très intéressant, on le voit à travers la formation, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que justement, le jardin partagé est un lieu finalement où l'on comprend la distinction entre un travail collectif et un travail commun. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. C'est qu'un travail collectif, justement, est un travail, disons, même si ça n'est pas le cas toujours, bien sûr, tout ce qu'on appelle travail collectif n'est pas nécessairement un travail anti-commun, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais de fait, le collectif est un terme qui ne prend pas en considération non seulement les relations entre le groupe et les individus, non seulement les propensions, les outils que le groupe met au service des individus pour qu'ils grandissent, pour qu'ils soient cultivés en quelque sorte, mais qui ne prend pas non plus en considération le mode de fonctionnement à l'intérieur du groupe. Et c'est ça qui est gênant, parce que vous avez des collectifs, bon, c'est le cas chez Marx ou Durkheim, le collectif c'est la masse quand même. Le collectif c'est l'inconscient. Bon, donc le collectif... peut aussi consister dans un groupe dont l'existence est purement statistique, si vous voulez. Donc, on ne sait pas finalement. Bien sûr qu'il y a des... Donc, ce qu'on appelle les collectifs aujourd'hui, je trouve, pose un problème de terminologie, d'une part, mais d'autre part aussi
évite, enfin nous dédouane de nous demander finalement comment ça marche dans le groupe. Est-ce que le groupe est bon pour les individus ou est-ce qu'il est mauvais pour les individus? Mais aussi, est-ce que les individus sont bons pour le groupe ou est-ce qu'ils sont mauvais pour ce groupe, si vous voulez? Et là, on tombe, justement, le jardin partagé, c'est pas chacun chez soi, si vous voulez. C'est chacun doté d'un espace-temps qu'il a en propre et qui lui permet d'être un membre contributeur à part entière et à égalité avec d'autres à quelque chose qui est commun. Et cette forme-là, je pense que c'est vraiment ce qu'on peut appeler la démocratie, au sens libéral du terme, mais également, je dirais, le bien vivre. Voilà. Je vous remercie. A priori, la question est peut-être bête ou simple, mais j'aimerais bien avoir une précision sur la définition que vous donnez du paysan. Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression que le début était très axé sur la vision du paysan en tant que producteur de nourriture, et donc c'est l'activité principale. Et puis je trouve que c'est en décalage un peu avec le modèle ou le paradigme du jardin partagé, où en fait dans la réalité qu'on vit ici à Bruxelles ou plutôt en Occident, les jardins partagés sont occupés par des individus dont l'occupation première n'est pas de produire de la nourriture. Et donc voilà, je suis interloqué par ça et je me demande si dans le cas de la paysannerie entre guillemets professionnelle, si vous êtes posé la question du modèle de la coopérative, qui en fait, au niveau actuellement des producteurs professionnels, est quelque chose de très développé. Oui, alors je pense qu'effectivement, le jardin partagé, il peut exister de manière professionnelle ou de manière secondaire. Enfin, par exemple, comment dire, les lopins de terre en Russie ou en URSS, pendant toute la période stalinienne, vont produire la quasi-totalité des légumes frais. Jusqu'à aujourd'hui, hein, d'ailleurs. La Grèce, par exemple, s'en sort bien grâce à la production des lopins individuels que les urbains et les autres donc, ont mis à profit en cette période atroce de crise qu'ils connaissent aujourd'hui. Donc non, bien sûr. De toute façon, je pense que voilà, le lopin, historiquement, joue un rôle économique majeur, de toute façon. Après, je ne pourrais pas le quantifier, c'est pas, voilà, je ne l'ai pas fait. Mais il y a des cas où bien sûr, sans le lopin, tout s'effondre. C'est le cas de la Chine. Hein. Mao a supprimé le lopin de terre, il a supprimé le jardin partagé, qui était une forme existante traditionnellement en Chine depuis des lustres, même des siècles. Ça a produit 40 à 60 millions de morts. Voilà, c'est très simple. La grande famine, dont d'ailleurs les communistes ont dit qu'elle était liée à des événements climatiques, est vraiment liée à la suppression du lopin de terre. Il y a relativement peu de textes là-dessus, hein, mais enfin, il y en a de plus en plus. Voilà. Et ça reste un interdit de le dire. Donc, je pense que le rôle économique, il y est, voilà, donc à des échelles très différentes. Maintenant, sur la question du paysan, là, c'est particulièrement intéressant comme question, mais alors ça me fait passer à un autre plan. Disons que j'appelle paysan le mélange entre le cultivateur et le jardinier. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le cultivateur, c'est celui qui produit la nourriture, et le jardinier, c'est celui qui prend soin de la terre. Et bon, alors pour toutes sortes de raisons, je dirais que c'est comme dans les sciences, hein, les scientifiques parlent d'une belle expérience. Et une belle expérience, c'est une expérience qui est vraie, en fait. Et donc, il n'y a pas... il en va de même dans la question de la subsistance humaine. Je veux dire, on produit notre nourriture. Ça ne veut pas dire que, voilà, on n'arrache pas les fruits à la terre. Mais en même temps, on ne va pas aller manger directement les choses avec la bouche sans préparer notre nourriture. Donc, il y a tout un art, en quelque sorte. Et cet art... il a une beauté, enfin je dirais une beauté au sens le plus large du terme. Et le jardinier est celui qui s'occupe de cette beauté, voilà. Et donc traditionnellement, les paysans ont toujours été des gens qui étaient à la fois des jardiniers, c'est-à-dire qui prennent soin de la terre. Alors ils disent souvent, ils en parlent très bien d'ailleurs. Et ils aiment la terre. Il y a cette espèce de... Mais qui n'est pas du tout romantique, hein, c'est pas du tout l'idée qu'ils sont enracinés ou je sais pas quoi. Non, ou qu'ils font partie d'eux. Ils ont une relation dialogique avec la terre, ils l'écoutent, ils lui parlent, et ils la trouvent belle et ils l'embellissent aussi.
D'ailleurs, il y a souvent des fleurs dans les potagers, mais c'est un exemple. Mais ces fleurs ne sont pas purement décoratives, mais elles sont aussi, elles contribuent à l'esthétique. L'esthétique, c'est-à-dire le fait que tous vos sens, d'une certaine façon, entrent en lien les uns avec les autres et sont un peu en harmonie les uns avec les autres. Donc, et les sens de manger aussi, de la nourriture, le goût, bien sûr, qui est aussi une dimension esthétique. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire par paysan. Alors clairement, bien sûr, le cultivateur séparé du jardinier, c'est un peu, voilà, disons le représentant d'une agriculture qui tue la terre, quoi, qui la force. Merci. Alors, moi, j'avais une question de clarification et puis une autre, peut-être pas de clarification, mais d'approfondissement. La première, c'est vous parlez là juste à la fin de l'absurdité de l'endettement des agriculteurs qui fonctionnent dans le système industriel. Hein, si j'ai bien compris, l'agriculture industrielle et intensive. Est-ce que vous pourriez un peu expliquer pourquoi vous parlez d'absurdité? Je crois que je comprends pourquoi, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et puis la deuxième question, vous avez conclu sur le bien vivre. Moi, j'ai l'impression, de ce que j'en connais, que c'est en fait une éthique ou d'une certaine façon, qui permet d'articuler les deux dimensions qu'on a vues en tension dans la première partie de l'après-midi, qui sont plus de production d'un côté et sociale de l'autre. Et je voulais savoir si dans votre parcours à travers le monde et l'histoire, vous avez rencontré des modèles qui pourraient être inspirants pour nous de ce point de vue-là, de la réussite de ce modèle du bien vivre. Dans votre intervention, je n'ai pas très bien compris si vous faites une distinction entre des jardins communautaires dans lesquels on a des lopins individuels, parce que je pense avoir compris qu'il faut diviser pour créer communauté. Il y a une grande discussion entre si c'est des jardins partagés, qu'est-ce que ça veut dire que chacun a son lopin, ou est-ce que c'est un jardin dans lequel on va tous cultiver ensemble et on ne va pas diviser l'espace. Alors peut-être, je n'ai pas très bien compris, mais si vous pouvez inclure ça dans votre réponse. Une autre question peut-être? Je voulais juste... voilà, moi je m'appelle Youssef, moi je viens du Maroc, je suis architecte urbaniste, je suis intéressé par la problématique des jardins partagés. J'y travaille au fait sur un projet. Mais je trouve que votre intervention elle est superbe. Ça me pousse à vouloir lire le livre, l'acheter, le lire. Mais seulement je trouve que ça reste quand même quelque chose de très européano-centrique. Il y a des expériences qui sont ailleurs. Par exemple, le travail de Paul Pascon sur le Maroc, avec les terres collectives, c'est quelque chose de très intéressant et qui pourrait être en fait un exemple. Malheureusement, cet exemple que jadis était quelque chose de super, il ne l'est plus parce qu'avec les colons, ils ont cassé un peu ce système. Puis il y a cette relation, et c'est là où vient ma question. La relation très importante, elle rejoint la question de mademoiselle, c'est la relation du foncier avec le jardin partagé. Parce que la propriété foncière est quelque chose de très important et qu'elle régit beaucoup les choses. C'est pour ça, en fait, les terrains collectifs au Maroc, qui sont des terrains qui n'appartiennent pas à une personne. Ils appartiennent à une collectivité avec un statut particulier. Et si vous suivez un peu les événements, actuellement, c'était un système assez patriarcal. Et actuellement, on voit qu'il y a des femmes qui sont en train de revendiquer ce droit de pouvoir être aussi une des ayantes droit, si je me permets la parole. Bon, je pose cette question de la relation du foncier avec les jardins publics. Merci. Alors, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer d'aller vite, là, pour donner... Bon, après, voilà, c'est vraiment des aspects que je traite assez longuement dans le livre. Alors, je reviens, pour que les choses soient claires. Le jardin partagé est un terrain, en général, ça j'aurais dû le préciser, effectivement, c'est un terrain qui n'appartient à personne au sens où il est soit communal, soit c'est un terrain qui appartient à Dieu, enfin qui dépend, hein, en quelque sorte. Dieu a donné la terre aux hommes, bon, voilà, c'est un exemple. Hein. Soit c'est un terrain... comment dire, qui est, disons, accessible en vertu de droits ancestraux, les ancêtres. Voilà. Bon, donc il y a plein de statuts de foncier, disons, de ce terrain partagé, mais aucun ne correspond à la propriété
à la propriété au sens moderne du terme, à la propriété révocable, absolue, individuelle. Si vous voulez, ce qui caractérise notre système de propriété, c'est que les biens possédés sont des biens sur lesquels ne s'exercent que les droits du propriétaire. Ça n'est jamais le cas des terrains partagés. Les jardins partagés sont des droits, des terrains ou des espaces sur lesquels vont s'exercer des droits multiples. Et en l'occurrence, cette propriété, bon, c'est tenté qu'on puisse parler de propriété, cette propriété a vraiment des caractéristiques très différentes de celles qu'on lui connaît aujourd'hui, ici. Maintenant, enfin depuis, disons, on va dire le XVIIIe siècle. Maintenant, quel est le statut de celui qui jouit d'un lopin? Et bien justement, il est en jouissance. Alors, il y a plein de termes ça peut être une concession, ça peut être une allocation, ça peut être une location, ça peut être un prêt, ça peut être une mise à disposition. Donc il y a plein de termes. Alors j'imagine qu'au Maroc, c'est encore des termes différents. Évidemment, en Chine ou en Russie, c'est aussi des termes différents. J'ai quand même parlé de pays qui n'étaient pas en Europe. Donc j'ai étudié aussi la question à Sumatra, par exemple, c'est très intéressant, au Brésil, où là aussi, vous avez toujours, en général, voilà, des systèmes de mise à disposition avec des baux amphithéotiques, par exemple. Enfin, il y a plein de choses, mais en tout cas, c'est jamais de la propriété. Et la revendication de propriété absolue n'appartient pas au monde paysan historiquement, si vous voulez. Au contraire, par exemple, c'est intéressant, aujourd'hui, Daewoo a mis la main sur Sumatra pour planter du palmier à huile. Et comme le président se sent le propriétaire de son pays, il a accepté le deal, ce qui suppose que les gens soient expropriés de leur lopin. Et alors expropriés, c'est-à-dire en fait chassés de leur lopin. Et on leur propose en échange de cette expropriation, si je peux dire, c'est pas le mot qui convient, je sais pas comment dire, expulsion. Donc on leur propose en échange d'accéder à la propriété privée, ce qui est exactement ce qu'ont fait les révolutionnaires pour les paysans français, par exemple. Et eux ils disent non. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la propriété privée, d'abord, elle sera réservée à un petit nombre d'entre eux, et qu'ensuite, économiquement, ils s'en sortiront pas. Alors c'est pour ça que j'en viens là. La question économiquement, si vous voulez, la propriété privée privatise aussi les moyens de production, privatise l'écoulement des marchandises, privatise le travail, privatise tout. Et une fois privatisé, on s'en sort plus parce qu'on est tout seul. Et ça, c'est vraiment la propriété privée, c'est ce qui isole. Et les paysans de Sumatra, ils le savent. Et les paysans français, qui étaient organisés parfois en assemblées, en foyers, en chambrées, etc., pendant encore la période de la société d'Ancien Régime, ils le savent aussi. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de la propriété privée. Et c'est vraiment la propriété privée qui a tué la paysannerie en France, enfin qui l'a gravement endommagée, qui lui a fait un mal fou, ce que Marx voit très bien. Lisez, je crois que c'est dans le livre 1 du Capital, il y a justement ce chapitre, enfin un petit chapitre sur l'expropriation des paysans. C'est très très intéressant. Marx a très bien compris qu'ils étaient les premières victimes en quelque sorte d'un système qui allait se mettre en place et qui allait broyer les gens jusque dans l'usine, bien sûr. Mais pas que. C'est-à-dire que l'expropriation, l'aliénation, la dépossession, enfin qui sont des termes marxistes, ou de marxiens plutôt, alors qui correspondent à des choses différentes, vont frapper le paysan en plein à partir du moment où il est exclu du lopin et donc exclu des commensaux. Et ça qui est intéressant, c'est que à partir du moment où vous démantelez les terrains partagés, il n'y a plus de terrains communs. Il n'y a plus ces terrains où on allait faire paître, où on allait pêcher, chasser un petit peu, avec des règles. Hein. Par exemple, vous pouviez emmener trois chèvres, mais pas 4. Enfin voilà, il y avait des règles sur l'usage des terrains communs. Et donc on est dans des formes hybrides comme ça, auxquelles on n'est pas si habitué que ça, et d'où la difficulté parfois de comprendre de quoi, ou d'expliquer, je dirais même de quoi il relève, et qui n'est pas du tout un phénomène européen. Alors je dirais que ça rejoint la question je dirais de l'absurdité, c'est-à-dire qu'effectivement, je dirais que le surendettement des paysans, ou des cultivateurs plutôt, je dirais, c'est pas de leur fait, c'est une conséquence logique de ce démantèlement finalement du jardin partagé. C'est-à-dire que d'une part, ça j'en ai beaucoup parlé avec des paysans, justement, je vais garder le mot paysan, ce sera plus simple. J'en ai beaucoup parlé avec eux, parce que, enfin certains en tout cas, parce que justement, beaucoup avaient le sentiment qu'en accédant à du matériel de pointe qui allait les faire tomber dans le piège,
du surendettement et donc du productivisme destiné à, etc., rembourser leurs dettes. Donc en accédant à cette technologie, à ces outils reluisants, à ces énormes machines, enfin c'est incroyable d'ailleurs, il faut regarder un peu, qu'ils allaient échapper à cette image très très dépréciative qu'on a du pecno, quoi, en gros. Donc ils allaient devenir modernes. Et il y a vraiment tout un domaine comme ça psychologique qui est très très important, qui a beaucoup joué dans le Jura par exemple, qui a beaucoup joué dans plein de régions, sans doute ailleurs aussi. C'est-à-dire que voilà, donc le paysan, il faut qu'il soit moderne, et s'il dit bah non, mais moi je veux faire de la permaculture, enfin, à l'époque ça n'existait pas, mais je veux cultiver à la binette, mais on va dire mais t'es un pauvre pecno. Voilà, il y a vraiment voilà, c'est vraiment encore une fois pencher sur son sillon du matin au soir et basta, quoi, et qui va remplir les poubelles de l'histoire pour parler comme Trotsky. C'était vraiment le discours auquel il fallait échapper. Maintenant, je vais vous prendre un autre exemple, je dirais, et là, c'est pas dans l'agriculture proprement dite, mais l'élevage. J'ai rencontré des gens dans le Champsaur. Le Champsaur, c'est une région montagnarde dans les Alpes de Haute-Provence, on va dire, ouais, c'est ça. Et là, les producteurs de lait et de viande ont créé une espèce de jardin partagé à travers le modèle de la coopérative. Mais ce n'est pas la coopérative telle qu'elle s'est imposée, parce que le monde agricole aussi a été totalement trahi par le système coopératif, les coopératives sont devenues des trusts, si vous voulez. Je crois que dans le Bordelais, il y a 3 coopératives aujourd'hui, ou 2. Donc, si vous voulez, le système coopératif a été entièrement gangréné par la question, justement, de la rentabilité. Et les paysans contraints, je l'ai étudié avec les fruitières dans le genre, les paysans contraints de respecter toutes sortes de normes qui invalident leur initiative, leur liberté, et qui, par ailleurs, les transforment en salariés de la coopérative, quoi. Donc on ne s'en sort pas, on retombe dans le même système. Et donc là, ce qu'ont fait ces gens dans le Champsaur, en bénéficiant aussi de lacunes législatives européennes, et donc en étant conformes au droit, apparemment, même s'ils s'en fichent un peu au point où ils en sont, en fait, ils se sont dit, voilà, nous, on produit tant de quintaux et tant de viande, et il se trouve qu'on vide notre lait sur les trottoirs et qu'on n'arrive même pas à écouler les produits qu'on a, alors qu'en PACA, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y aurait besoin de à peu près 50 fois plus que ce qu'on produit nous à notre échelle. Et donc ils sont allés voir progressivement des collectivités territoriales et ont fait un deal avec les cantines de ces collectivités territoriales, des cantines d'hôpitaux, d'écoles, de lycées, d'universités, etc., pour qu'ils achètent en priorité leurs produits. Donc c'est vraiment un système préférentiel qui n'est pas fondé sur, bien sûr, une économie réalisée, mais qui est fondé là sur la justification par la qualité des produits et par le sauvetage d'une profession, si vous voulez. Et là, aujourd'hui, ils sont complètement bénéficiaires, alors qu'ils étaient vraiment à la limite de mettre la clé sous le paillasson ou de rendre leur tablier, comme vous voudrez. En tout cas, là, maintenant, ils arrivent à dégager suffisamment de masse monétaire pour réinvestir et faire grossir finalement en quelque sorte le groupe. Donc là on a un jardin partagé, enfin un système en quelque sorte de jardin partagé qui sort bien sûr des limites que j'ai décrites au départ, mais qui en même temps est fondé justement comme ça a été évoqué sur aussi une coopération étroite entre les mangeurs, enfin les consommateurs, je ne sais pas comment dire, les mangeurs et les producteurs. C'est intéressant parce que justement on voit que disons, le jardin partagé peut s'élaborer à l'échelle de la planète, si vous voulez, non seulement à travers la mise en culture des parcelles ou l'élevage des animaux, mais aussi à travers des systèmes de coopération beaucoup plus vastes qui sont absolument nécessaires du fait qu'il n'y a pas une seule personne sur la Terre qui n'a pas besoin de manger. Si vous voulez. Et ça, je crois que c'est un peu la base. Je veux dire, c'est quand même de nourriture dont on parle et on ne peut pas se passer de nourriture. Voilà. En fait, en entendant... En repensant à la première partie de l'après-midi, à la lumière de ce que Joël nous a dit, je me posais une question avec ma casquette de spatialiste, comme urbaniste et paysagiste, par rapport à ces tensions qu'on peut trouver dans les terrains, non pas de jardin partagé, parce que là on a bien compris que finalement il y a
moins de tension entre la question de la production et justement du partage et de la cohabitation, mais plus dans les exploitations agricoles urbaines. Ma question est, est-ce qu'à votre avis, il y a une question de forme en fait. Il y a des terrains, il y a très peu de terres urbaines disponibles, il y a des terrains qui sont plus ou moins grands et qui ont des formes qui les rendent plus ou moins valides, d'après ce que j'ai compris, pour la culture, pour l'accessibilité avec certaines machines, etc., sans parler des grosses machines dont on parlait là maintenant. Est-ce qu'une possibilité pourrait être de dire, on pourrait faire une typologie entre les terres qui sont aptes à l'agriculture et à une production rentable alimentaire pour le producteur et intéressante pour les mangeurs. Donc celles-là, on les réserve pour ça, parce que c'est vraiment urgent et nécessaire. Et d'autres terres qui sont plus des interstices, des terrains plus compliqués, des entre-deux, etc., qui sont intéressantes, qui sont accessibles et intéressantes malgré tout pour faire des potagers. Et celles-là pourraient être plus réservées pour le type d'activités qu'on peut trouver dans le champ à mailles qui ont cette vocation sociale assumée et importante. Donc est-ce que ça pourrait être une façon, je ne sais pas, de apaiser un peu les tensions, par exemple, et une piste de recherche pour nous, intéressante? Merci. J'ai envie de jeter une bouteille à la mer. On a évoqué cette crise des agriculteurs qui sont tombés dans le piège de l'agriculture industrielle. Et d'autre part, vous avez évoqué, mais sans le citer explicitement, le mouvement des enclosures qui a un peu permis l'avènement du libéralisme et en découpant les terrains en des terres privées. Et au vu des discussions actuelles, je me demande, est-ce qu'on peut peut-être voir un certain retour d'un certain type de démocratie, y compris en milieu rural, avec le retour d'une désenclosure, en fait, une désenclosure des terres, un retour des communs, un nouveau type de gouvernance locale et une généralisation du modèle de jardin partagé, mais en milieu rural. C'est peut-être, j'ai pas lu votre livre, c'est peut-être une conclusion à laquelle vous êtes arrivé. Moi, je crois que le sujet relève beaucoup de la volonté politique. Quand on parle de terrain partagé ou de jardin partagé, ça peut être en plein milieu urbain, comme ça peut être dans la périphérie. Aujourd'hui, de nos jours, les planificateurs, ceux qui font, les politiques, qui font de l'aménagement des territoires, ne laissent pas la place à tout ceci. La ville s'étend, et on ne sait pas à quel niveau elle va arriver, à quel stade. Il y a des métropoles maintenant, il y a des problèmes. Attention, parce que si moi, habitant le centre, par exemple, d'une ville, je dis un exemple, par exemple, Bruxelles-Mille, et que je dois me déplacer et prendre des moyens de transport que eux ne sont pas du tout écologiques pour aller dans un petit terrain de 100 mètres qu'on me donne, je me demande où il est la cohérence dans tout ça. Parce qu'il faut avoir quelque chose de cohérent dans l'idée du jardin partagé. Alors, c'est pour ça que je reviens à dire que, attention, si l'aménagement de territoire continue à être ce qu'il est actuellement, on aura des difficultés à pouvoir implanter des jardins partagés. Ça restera toujours un rêve ou ce qu'on dit peut-être une petite rêverie des bobos qui veulent vraiment imposer une certaine façon, mais qui n'arrivera jamais. Et on le voit, il y a une réticence incroyable. À un moment, je donne l'exemple de Cuba par exemple. Cuba, il a pu vraiment développer de l'agriculture urbaine, par nécessité peut-être, parce qu'il y avait l'embargo, il fallait qu'ils produisent, mais c'est un exemple à voir, où l'État était présent. Je ne parlerai pas de démocratie, je parle uniquement, c'est pas l'exemple de démocratie Cuba, mais ça n'empêche que l'État était présent, et il a apporté un soutien et un appui à la population. Maintenant, à Cuba, vous savez, la production, elle dépasse beaucoup plus que 80% d'autosatisfaction. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Voilà. Mais moi, ça a évoqué beaucoup de choses très très personnelles, parce que j'ai été maraîcher au sein d'une coopérative de production. Et j'ai vraiment eu l'impression, en entendant tout ce qui a été entendu ici, d'avoir vécu un peu une synthèse entre ce qui a été dit au début et ce qui a été dit après.
Maintenant, juste la réflexion que j'ai, c'est que ce qui m'interpelle, c'est dans les modèles qui ont été un peu présentés plutôt en première partie, c'est le dialogue en fait entre ce qui se passe en ville et ce qui se passe déjà à la campagne. Et moi, mon expérience qui s'est déroulée en milieu rural, j'ai l'impression que les projets qui ont été présentés au début auraient eu beaucoup à apprendre de les rencontrer, peut-être en amont même de leur expérimentation, de leur essai-erreur. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de dialogue pour toucher à l'idée de démocratie. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un dialogue à faire entre les initiatives agricoles urbaines, mais ce qui se fait déjà à la campagne. Et je crois qu'il y a un enjeu énorme à ce niveau-là. Oui, enfin c'est tout ça. Effectivement, je pense que le modèle, le paradigme, si je peux dire, ou l'image du jardin partagé brouille les clivages ville-campagne. Enfin, ce qui est intéressant, c'est en tout cas qu'il nous fait réfléchir à ce clivage. C'est-à-dire pourquoi la ville et la campagne. Aujourd'hui, il y a des architectes qui pensent mettre par exemple, des parcs de jeux ou des routes dans les champs. Parce qu'on pourrait aussi imaginer d'aménager des espaces urbains dans les champs, de même qu'on imagine d'aménager des espaces naturels dans les villes. Donc ça, c'est une chose. Puis en outre, c'est vrai que le développement urbain, avec les mégapoles, les choses de ce genre, aussi, j'avais été à Bordeaux sollicité sur ce plan-là, parce qu'il y a une communauté urbaine, comme il dit, une métropole, et puis à Marseille aussi. La métropole contient à la fois des espaces bâtis et des espaces naturels, ou des espaces en friche, des espaces cultivés. Les espaces cultivés sont grignotés, mais il arrive aussi que les espaces bâtis soient abandonnés, donc restent un peu en friche. Et donc, en tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est que, disons, culturellement, c'est vrai, en tout cas là, pour nous en Europe, l'opposition ville-campagne est vraiment un problème. Je pense que c'est un des problèmes qui est le symptôme de notre perte de jardin partagé, en quelque sorte. Il faudrait qu'il y ait un partage entre les villes, les campagnes. Donc ça, je pas les... Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, par ailleurs, on redécouvre, on découvre, ou plus exactement, on met sur le devant des techniques agricoles qui sont vraiment d'un productivisme assez hallucinant. Ça, il faut le dire quand même. On n'a pas nécessairement besoin de surfaces immenses pour cultiver. Il y a des techniques en biodynamie ou en permaculture. Moi, j'ai lu je crois que c'est vrai, parce que je l'ai vu. Mais enfin bon, c'est peut-être ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas, on arrive à des taux de production qui sont vraiment impressionnants. Et justement, je ne sais plus là maintenant, je ne connais pas, mais disons ça aussi, c'est des... Comment dire, c'est des idées qui vont complètement à l'encontre de tous les apôtres de l'agriculture industrielle, ou enfin, qui disent, mais comment voulez-vous qu'on nourrisse 9 milliards de gens? Enfin, c'est quand même des choses qu'on entend tout le temps. Or, disons qu'il y a plein de préjugés ou plein de... Comment dire, mais là, pour le coup, moi, je ne suis pas marxiste, mais là, pour le coup, les idées dominantes sont vraiment les idées de la classe dominante, parce qu'on voit bien que sont très présentes dans nos esprits des idées qui sont totalement fausses, mais qui, évidemment, sont des idées qui défendent les grands groupes, ça, qui défendent les multinationales, qui sont même leurs conditions de légitimation et de possibilité dans l'avenir. Donc, il faut vraiment, je crois, se débarrasser de ces préjugés-là, et en particulier de découpler, je dirais, la rentabilité, ou la productivité et la rentabilité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On a des parcelles extrêmement productives qui, pour autant, n'obéissent pas à des logiques de rentabilité. Ce qui est intéressant, par exemple, dans les jardins partagés, c'est qu'on produit beaucoup. Là, j'ai fait une espèce de workshop, si je peux dire. Enfin, c'était un field shop, plutôt, en Dordogne cet été, avec des artistes. C'est les paysans, enfin les villageois, qui sont tous des paysans d'ailleurs, mais enfin pas que, mais on était au mois d'août, ils n'arrêtaient pas d'essayer de se débarrasser de leur récolte. Enfin, j'exagère, mais le fait est que, je sais qu'il y a eu des disettes, il y en aura, mais disons l'activité d'échange entre les produits, entre, je sais pas moi, les prunes et les cerises, ou les fraises plutôt, parce qu'il y a plus de... Bon, enfin, donc cette activité d'échange, elle est fondamentale dans les campagnes. On échange des produits.
Donc on est très, enfin, je veux dire, un arbre, là j'étais à l'île de la Réunion il n'y a pas longtemps, mais ça c'est très frappant parce qu'ils importent des pommes, des poires, des tas de fruits, des oranges, même des clémentines, qui coûtent très cher au marché, et puis ils ne voient même pas que sur le manguier qui est là au-dessus de leur tête, il y a quelque chose de genre 10 tonnes de mangue. C'est-à-dire les fruits là-bas, enfin, je comprends, ils mangent du riz 2 fois par jour et ils ne produisent pas un grain de riz. Enfin, c'est ça aussi, ce modèle. C'est très, très curieux. Donc, je pense qu'il y a, disons, un productivisme parfois naturel, pour ainsi dire. Enfin, spontané. Enfin, la Réunion, c'est spécial. Là, on a l'impression d'être dans le jardin d'Éden. Et en même temps, une invisibilisation du caractère nourricier de... Il y a même des arbres qui font ce qu'on appelle des arbres à pain, qui font des fruits... dont la chair ressemble un peu à celle des racines, des maniocs ou des choses comme ça. Donc, ou des ignames, si vous voulez. Donc on n'a même pas besoin de blé. Le blé, enfin, si vous voulez, et par contre, quand vous regardez au large, vous voyez des bateaux bourrés de containers qui arrivent avec des produits agricoles. Donc c'est ce genre-là d'agriculture colonisée ou post-colonisée, si vous voulez, qui est un problème et qui va... dans le sens d'une agriculture industrielle. Donc ce découplage, je crois, entre productivité et rentabilité est vraiment quelque chose qui pourrait être mis à profit. Maintenant, moi personnellement, parce que aussi j'ai quand même un certain nombre de perplexités. Là, le livre, je l'ai quand même fini il y a 2 ans, quelque chose comme ça, et je suis très fascinée par l'agriculture hors sol. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, par exemple, Tokyo est quasiment indépendant en termes de production de riz, de consommation de riz, en faisant pousser du riz sur les toits des maisons. Donc voilà, je ne sais pas. Là, moi, j'étais partie sur l'idée de cultiver la terre avec Déméter, déesse des civilisations en même temps que de l'agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc cette relation avec la terre. Mais le fait est que de plus en plus de techniques hors sol, hors terre en quelque sorte, qui sont extrêmement productives aussi, se mettent en place. Là, je ne sais pas, je pose juste la question. Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi en penser, là, ça me perturbe mon modèle en tout cas.